Lecture et analyse des fables de La Fontaine. Le loup et l'agneau. Bonjour. Dans cette lecture et analyse des fables de La Fontaine, l'animal totem est le loup. L'analyse se portera sur Le loup et l'agneau, fable 10, livre 1er, page 62, édition Collinet. Dans un premier temps, je commencerai par lire la fable, puis je l'analyserai de manière explicite puis implicite. Après, je vais la comparer avec son modèle antique, et pour terminer, j'évoquerai 3 fables concernant le loup pour voir en quoi son comportement diffère d'une fable à l'autre. 1. Lecture de la fable de La Fontaine. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltéroit dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun, qui cherchoit aventure. Et que la faim en ces lieux attiroit. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurois-je fait si je ne m'étois pas né, reprit l'agneau. Je tette encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte, et puis le mange, sans autre forme de procès. Ésope. Un loup, voyant un agneau qui buvait à une rivière, voulut alléguer un prétexte spécial pour le dévorer. C'est pourquoi, bien qu'il fût lui-même en amont, il accusa de troubler l'eau et de l'empêcher de boire. L'agneau répondit qu'il ne buvait que du bout des lèvres, et que d'ailleurs, étant à l'aval, il ne pouvait troubler l'eau à l'amont. Le loup, ayant manqué son effet, reprit. Mais l'an passé, tu as insulté mon père. Je n'étais pas même né à cette époque, répondit l'agneau. Alors le loup reprit. Quelle que soit ta facilité à te justifier, je ne t'en mangerai pas moins. Cette fable montre qu'auprès des gens décidés à faire le mal, le plus juste des fonds reste sans effet. Analyse de la fable. Explicite. Dans Le loup et l'agneau, la morale apparaît dès le vers 1. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Elle est écrite au présent gnomique. À travers la fable, le lecteur refuse de s'identifier au loup. En effet, La Fontaine le qualifie de bête cruelle au vers 18. D'abord, l'agneau apparaît innocent dans un cadre idyllique au vers 3 et 4. Je cite, l'agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Ensuite, au vers 5, un loup survient. Son apparition est brutale, puisque le verbe survenir est conjugué au présent de l'indicatif. De plus, celui-ci paraît provocateur, puisqu'il cherchait aventure. Dès le vers 7 débute l'argumentation fallacieuse et perfide du loup. Il essaye de justifier sa force et son appétit. Il commence à reprocher à l'agneau de troubler son breuvage sans attendre. Il le condamne aussitôt au vers 9, que je cite, « Tu seras châtié de ta témérité ». On remarque une allitération de la consonne T dans la phrase qui résonne comme un roulement de tambour. Cela semble indiquer que va s'accomplir une action importante. Après, l'agneau apparaît devant le loup comme un modeste sujet face à son roi, car il l'appelle sire et majesté. Au vers 10, c'est à ce moment-là que commence l'argumentation de l'agneau. Premièrement, il essaie de répondre à l'accusation du loup de manière pertinente et rationnelle. Il réfute clairement le reproche du loup en affirmant, je cite, au vers 17, « Je ne puis troubler sa boisson ». Pourtant, au vers suivant, le loup ne semble pas conquis de cette réponse. Il lui répète pour la seconde fois son accusation au vers 18 que je cite « Tu la troubles ». La démonstration de force se poursuit au vers 19. Le loup accuse l'agneau de médisance qui, selon lui, aurait débuté l'an passé. Alors, l'agneau entreprend une deuxième tentative. Cette fois-ci, ses arguments sont plus courts et formels.
Il rétorque au vers 20 que les faits reprochés lui sont imputables, car l'année dernière, il n'était pas encore né. D'ailleurs, il rappelle au loup sa jeunesse, je cite au vers 21, « Je tette encore ma mère ». La progression des arguments fallacieux du plus fort, donc le loup, qui ont mangé le plus faible, l'agneau, culmine lorsque le loup a cours d'accusation, l'espèce de l'agneau au vers 22. Je cite, « Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère ». C'est alors qu'au vers suivant que l'agneau perd pied et répond naïvement au loup, « Je n'en ai point ». À cet instant, le loup finit par faire preuve de mauvaise foi. Au vers 26, je cite, « On me l'a dit, il faut que je me venge ». On observe le pronom indéfini « on » qui montre que le loup n'a pas d'argument rationnel à opposer à l'agneau. Pour conclure, une telle argumentation est perçue par le lecteur comme l'impossibilité d'une quelconque défense pour la victime qui n'est d'autre que l'agneau. Il est mangé sans autre forme de procès. Pour celui qui traverse l'univers animalier de cette fable, c'est un sentiment d'injustice qui s'impose. Pour le lecteur, le loup fonctionne narrativement comme le rôle du méchant, indépendamment de la morale fataliste. Implicite. Par tradition, la fable comporte deux parties, le récit et la morale. La Fontaine use des privilèges de la poésie pour organiser un monde animal sur le modèle de la société humaine. Il utilise les animaux pour ce qu'ils représentent ou signifient. Dès lors, il imagine une société animale et l'humanisation des bêtes. En outre, c'est par la bête qu'on parvient à l'homme, donc les animaux sont des vecteurs de morale. Dans Le loup et l'agneau, la morale apparaît d'entrée. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Elle révèle directement la fin tragique de l'agneau. Le procès évoqué au vers 29 est donc illusoire puisque le lecteur connaît d'avance le verdict. Le terme procès renvoie au domaine de la justice, donc cette fable est une satire de la justice humaine. En effet, La Fontaine critique la justice arbitraire du XVIIe siècle, car la monarchie totalitaire instaurée par Louis XIV donnait la raison absolue au plus fort, c'est-à-dire au roi Soleil lui-même et à ses proches partisans. De plus, elle était désignée comme étant la meilleure. Dans la fable Le loup et l'agneau, les deux personnages sont présentés de manière anthropomorphique. Ils représentent une vision du bien et du mal présente chez l'humain. À travers la fable, l'agneau est présenté comme une créature douce et calme. En sus, sa couleur blanche rappelle la pureté, donc le bien. Au contraire, le loup se montre moqueur et agressif. Par exemple, dans la Bible, le loup est l'emblème de la férocité. Il est écrit dans Ézéchiel chapitre 22 verset 27. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répondent le son, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Ici, le prophète Ézéchiel dénonce l'hypocrisie des dirigeants de Jérusalem qui font périr le peuple pour en tirer du profit. Il les compare comme étant des loups, donc le loup représente le mal. 3. Comparer la fable avec son modèle antique. La Fontaine prend parti pour les anciens dans la querelle des anciens et des modernes. Il déclare que son recueil est sous le patronage d'Ésope dans la fable intitulée « À Monseigneur le Dauphin ». Que je cite, je chante les héros dont Ésope est le père. La Fontaine adhère aux conceptions d'Ésope sur la fable. Le loup et l'agneau répond à la règle des trois premières unités, unité de temps, unité de lieu et unité d'action. Toutefois, la quatrième unité, qui est celle de la bienséance, est relative, puisque tout de même l'agneau se fait dévorer par le loup. Donc, il y a une certaine forme de violence. Traquer le loup. Dans cette quatrième partie, je vais démontrer comment la symbolique du loup est fluctuante dans les fables de La Fontaine. C'est pourquoi je convoquerai rapidement trois loups. Un premier loup qui fonctionne narrativement comme méchant. Un second loup qui promeut une valeur fondamentale et humaine qui est la liberté. Et finalement, un troisième loup, plein d'humanité, qui permet à La Fontaine de dénoncer le manque de rationalité des hommes. Commençons d'abord par Les animaux malades de la peste. Livre 7, fable 1er, page 197, édition Collinet, où le loup est méchant. Dans cette fable, les animaux s'organisent en une société monarchique. Il y a un roi, le lion,
des nobles, le tigre, l'éléphant ainsi que l'ours et des courtisans, le renard et le loup. Dans l'évocation du monde animal, le lecteur reconnaît la société française du XVIIe siècle. Pourtant, La Fontaine dresse un constat sévère sur les mœurs de son temps. Par exemple, le lion est souvent le premier hypocrite de son royaume. La fable le montre en confessant ses fautes tout en atteignant sa responsabilité. Je cite, vers 28 à 29. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Ensuite, le renard est désigné comme le courtisan flatteur et rusé, car il défend les plaisirs du roi. Je cite au vers 36 à 37. Eh bien, manger mouton, canaille, sotte, espèce, est-ce un péché? Non, non. Au contraire, l'âne est misérable face à la cour. Il commet l'erreur de confesser, au verbe 53, qu'il a brouté un peu d'herbe dans le pré. Il aurait dû se dédouaner de ses fautes comme l'ont fait les autres animaux. L'aveu de l'âne provoque des représailles des autres animaux, et c'est à ce moment que le loup intervient. Il devient dès lors un procureur, car son pelage noir rappelle la robe des procureurs. Il se lance dans un réquisitoire agressif et peu convaincant. Il laisse transparaître sa haine et son mépris en énumérant des injures au vers 57 à 58 que je cite. Ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Au final, il convainc l'assemblée de sacrifier l'âne. Après convoquant un loup faisant l'éloge de la liberté. Il s'agit de la fable 5. Le loup et le chien. Livre 1er, page 56, édition Collinet. Dès le premier vers, le lecteur est presque attristé de la maigreur du féroce dévoreur d'agneaux qui n'a que les os et la peau. Ici, nous assistons également à une forme d'argumentation. Le chien séduit le loup en lui énumérant les bienfaits de la domesticité. Il lui parle au vers 27 de bonne nourriture et de bon traitement. Je cite maintes caresses. Au vers 29, le déploiement d'avantages charme le loup. Pourtant, lors de la clôture de la fable, un détail infime suscite un questionnement qui, contrairement au dire du chien, n'est pas peu de choses. Vers 23. Ce peu de choses n'est qu'autre que le symbole de l'asservissement, la marque du collier. Courageusement, le loup renonce au bien-être de la domesticité et fuit. À la différence du loup précédemment glosé, le lecteur saluera le sacrifice des biens matériels au profit d'une valeur non négligeable qui est la liberté. Pour terminer, voyons à présent notre dernier loup, issu de la fable 5, le loup et les bergers. Livre 10, page 307, édition Collinet. La morale donne pour une fois raison au loup. Cette fable dénonce l'illogisme des hommes. Et en ce sens, les vers 1 et 2 sont certes narquois, mais c'est bien un loup qui va pour ainsi dire donner une leçon d'humanité. Dans le développement narratif, La Fontaine fait appel aux vers 8 à 9 à l'ancestrale peur du loup. Je cite chien, chasseur, villageois, homme heureux et même Jupiter. Le loup fait figure de victime. Doit-il aller à l'encontre de sa nature carnivore? La fable se renverse au vers 23 et prépare sa morale au moment où le loup voit les bergers pour leur roux. Il y a une forme d'illogisme. Le loup peut suivre sa nature autant que les humains. L'hypocrisie de l'humanité est ici mise à nu. Pour La Fontaine, il est vain d'aller contre nature, et un loup ne saurait pas se nourrir des plantes de l'âge d'or. Voici pourquoi la morale comporte le mot raison au vers 34. Cette raison est respectueuse des régimes alimentaires de tous, humains comme animaux, mais cette raison demeure comme souvent chez La Fontaine sage. Où le loup a le droit de suivre sa nature, il n'a, je cite, vers 39, pas tort. En conclusion, ces trois fables illustrent bien l'utilisation hétéroclite du loup chez La Fontaine. On passe d'un loup cruel à un loup réfléchi et finalement à un loup doté de raison.